Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'USB, hashtag USB Foot, une semaine en ballon en partenariat avec nos confrères de France Bleu Maine, France Bleu Mayenne, France Bleu Loire-Océan, mais également ceux de la Ligue de foot régionale des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revisiter l'actualité de la région, du football dans la région, avec un focus cette semaine, le centenaire du SCO d'Angers. Angers SCO qui fête ses 100 ans, son premier siècle d'existence. Et qui mieux que Vincent Manceau, celui qui a fait l'actualité de cette dernière décennie à Angers pour nous en parler. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Vincent Manceau, le latéral. Anthony. Salut Vincent, merci beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement ici sur le plateau, dans ce vestiaire d'USB, que tu as pu connaître ce type de vestiaire quand même, parce que ça fait combien de temps que tu joues en pro maintenant ? Ça fait 10 ans, 11 ans là, que je suis avec les pros. Dès que je suis arrivé avec les pros, dans les anciens vestiaires à la Baumette, la couleur n'était pas la même en bleu, mais le banc c'était la même chose, donc ça rappelle de bons souvenirs. Ça rappelle de bons souvenirs. Ouais. Allez, on va en parler de tous ces souvenirs aussi, puis de l'actualité d'Angers SCO tout au long de cette émission. Je vois que tu n'as pas oublié le maillot pour aller nous le présenter, ça c'est sympa. Bon, je crois reconnaître les couleurs, hein. C'est un maillot d'Angers peut-être. Ouais, il n'y en a qu'un dans ma carrière, donc c'est plutôt facile. Mais voilà, c'est le premier. Allez, on montre bien haut comme ça. Le premier de ma carrière. Le premier de ta carrière pro ? Professionnelle, oui. Donc en 2008. 2009, donc c'est l'aboutissement de toute ma formation, des sacrifices que j'ai pu faire et même de ma famille pour pouvoir m'emmener aux entraînements et tout ça. Et puis c'est le début dans le monde professionnel, même si voilà, c'est le premier et les plus durs c'est les suivants, mais voilà, ça reste un très beau souvenir. En plus, victoire au bout, 3-0, donc c'était exceptionnel. Exceptionnel, tu es rentré à la mi-temps ? Je suis rentré à la mi-temps devant mes parents, donc voilà, un très beau souvenir et que je garderai toujours. Bon, tu gardes beaucoup de maillots chez toi ? Les plus importants. Oui. Les plus importants, j'ai celui de la montée bien sûr, de la finale de la Coupe de France, donc on en garde quand même quelques-uns pour se rappeler ces bons souvenirs. Et un peu des adversaires ou pas du tout ? De temps en temps, quand on peut échanger, on essaye, mais après, je suis pas là à demander aux joueurs. Ouais. Quand je les connais, oui, c'est plus facile, mais quand je connais pas... il y en a qui ont des musées de maillots. Ah oui, il y en a qui ont des musées, mais après, pour les avoir chez moi... Il va rien en faire. Voilà, c'est ça, rester dans le placard, c'est pas pour moi. Bon, très bien, tu peux aller le remettre en place. Merci en tout cas pour cette magnifique anecdote de ce premier maillot, donc qui a maintenant plus de 10 ans. On va évidemment, on a travaillé sur ton CV. Je me suis pas trop cassé, je me suis pas trop foulé, parce que c'était assez vite fait. Justement, on peut regarder, évidemment, on s'est pas trompé de date, c'est bien ça, tu viens de fêter tes 30 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Joueur Angers SCO de 95, première licence à 6 ans, donc du côté d'Angers, défenseur pied droit, mais aussi latéral gauche, de temps en temps on en reparlera. Tu parlais justement de ce côté sacrifice pour arriver jusqu'en professionnel. Ça a été quoi les sacrifices dont tu parles ? Pas trop de sorties avec les amis, les copains, surtout au niveau lycée, ça a été vraiment compliqué. Je finissais les cours à 17h30, à 18h il fallait être à l'entraînement, et puis mes parents ils venaient me chercher tous les soirs à 20h30 pour faire les devoirs. Mes parents, il fallait vraiment que j'y arrive aussi niveau école, donc scolaire. Donc il fallait que j'aie mon bac, donc d'associer les deux, ça a été très compliqué. C'est surtout l'année du bac où ça a été très compliqué. T'as réussi à le passer ? J'ai réussi à l'avoir, même si c'était au rattrapage, je l'ai eu, c'est ça le plus important. Mais voilà, c'était une année compliquée. J'avais même dit à mes parents que si j'avais pas mon bac, j'arrêterais le foot. Donc tant mieux, je l'ai eu parce que pour la suite, ça m'a réussi. Donc voilà. Tu savais ce que tu allais faire si tu ne faisais pas de foot ? Enfin, vers quoi tu aurais aimé t'orienter ? Ouais, j'aurais bien aimé être professeur de sport, je pense. Ça a été un métier qui m'aurait plu. Voilà, rester dans le sport, je suis quand même un fada. Ouais. Fada de sport. On va voir, on l'a dit, Angevin, né à Angers, depuis 95 licencié à Angers SCO. On va voir des images de toi, et d'ailleurs dans la ville, dans ta ville. Hein. C'est du côté du quai et puis pas très loin du château, évidemment, du magnifique château d'Angers. On l'a dit, un parcours un peu atypique parce que c'est très rare maintenant qu'un joueur fasse toute sa carrière. Alors c'est pas terminé, hein, même si tu es en contrat jusqu'en 2022. 2022, ouais. On peut imaginer que tu fasses toute ta carrière à Angers, c'est rarissime. Ouais, c'est très rare. Je pense qu'il y a peut-être Perrin, même s'il n'a pas commencé peut-être aussi Perrin, tôt que moi. Il y a Romain Danzé aussi qui a fait une très belle carrière à Rennes. Je ne sais pas à quel âge il a commencé là-bas. Mais voilà, maintenant ça devient de plus en plus rare. Et voilà, moi j'en suis très fier. J'en suis très fier et je suis très honoré de pouvoir porter ces couleurs et j'espère que ça ira jusqu'au bout de ma carrière. Bon, on regarde un petit peu l'évolution justement parce qu'en photo, on a eu quelques petites pépites sur les réseaux sociaux. Il y a ta première licence que tu as certainement déjà vue par là. Et puis, l'un des premiers ballons touchés peut-être quand tu étais jeune. Ouais, c'était ça, ma première licence. C'était l'année de premier plateau, je pense. 6 ans, voilà, 7 6 ans, donc les cheveux blonds.
Voilà, les cheveux tout blonds. Et puis après, évidemment, ça a augmenté avec les années. On est passé du côté du centre de formation, puis après du côté des professionnels. Tu disais au départ, est-ce que tu étais censé jouer en GESCO ou parce qu'on d'habitude, on sent que les footballeurs, eux, évoluent dans des petits clubs à côté, quoi. Bah, ça aurait dû être le cas. J'aurais dû être inscrit dans un club de quartier d'Angers, là, ce qui s'appelle l'Intrépide. Mais sauf que par rapport au travail de ma maman qui est assistante maternelle, les entraînements c'était l'après-midi, donc la sieste des enfants, elle pouvait pas m'emmener. Bah oui, très important, donc obligatoire, donc elle pouvait pas m'emmener. Et en GESCO c'était le matin, donc bah elle m'a inscrit là-bas et puis bah voilà, c'est l'évolution a fait que je suis arrivé en pro et c'est du bonheur et tant mieux. Ouais. Allez, on va pouvoir aussi revoir d'autres photos et d'autres témoignages du parcours sportif de Vincent Manceau dans ce club donc qu'il a vu évoluer. Ça, c'est la première, le premier match, un des premiers matchs en pro, justement, avec peut-être le maillot que tu nous as amené. Ça, c'était dans le vestiaire. Ouais. On voit l'attachement, évidemment, à cette ville, à ce club. Et puis la relation, on en reparlera tout à l'heure, de la relation avec les supporters. Vincent, merci pour ta fidélité. Et puis le club a fait une jolie vidéo justement parce qu'on parlait de prolongation jusqu'en 2022. Au moment où tu as signé, regarde, c'est vachement sympa parce que ils ont mis des belles actions. Nous, on va en revoir aussi quelques-unes. Mais c'est long, c'est court, 10 ans en pro. Ça passe vite. Ça passe très vite, très vite. C'est vrai qu'on voit pas le temps défiler, mais sauf qu'il y a une progression. J'ai progressé avec le club progresse, avance, et moi aussi. Et c'est ça qui a fait que je pense que ça a passé super vite, c'est que j'ai pas eu, de temps où je me suis dit pourquoi je reste là, qu'est-ce que je fais là, mais voilà, tant que le club évolue, moi aussi avec, et je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne. À aucun moment, tu t'es dit, je vais aller voir ailleurs. À aucun moment, on t'a dit, viens voir ailleurs. Et il n'y a pas eu justement cette attirance réciproque pour l'extérieur. Non, pas vraiment, parce que comme je dis, le club progressait, moi aussi avec. Donc, c'était un beau challenge. Voilà, c'était un beau challenge et j'avais comme objectif de m'imposer et de réussir à atteindre cette Ligue 1 avec mon club et ce que j'ai réussi à faire. Et puis après, découvrir cette Ligue 1, pourquoi partir? Et ici, tout se passe bien, tout va très bien, j'ai ma famille, mes amis. Le club évolue et c'est ça que je recherche parce qu'il n'y a pas de stagnation. Il faut aller chercher le plus haut possible et je suis très fier de pouvoir le faire qu'avec mon club. Et de continuer à le faire. Alors vous le voyez, vous l'entendez évidemment, Vincent Manceau, c'est le gendre parfait. Et ben moi, j'avais pas envie justement qu'il soit aussi parfait que ça. Alors tout de suite, carton rouge. Bon, rassure-toi, le carton rouge, c'est uniquement parce que t'en as jamais reçu dans ta carrière. Alors moi, je voulais t'en filer un, moi. Parce que c'est pas normal quand même qu'un défenseur n'ait pas un carton rouge dans sa carrière. Plus de 300 matchs en professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es trop gentil? Comment ça se passe? Ouais, on pourrait dire ça. On pourrait dire que je suis trop gentil ou pas assez méchant. Mais non, je suis d'abord un défenseur, je pense, qui défend debout le plus souvent possible. Je tacle vraiment qu'en dernier recours. Donc je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai pas de carton rouge. Alors parfois, on dit aussi qu'il y a de la maladresse chez certains qui prennent un carton rouge parce que ça peut arriver. On essaie de se faufiler, puis ça marche pas, puis on fait mal à quelqu'un. À aucun moment où tu as pu échapper, ou est-ce que tu arrives à parler avec l'arbitre? Comment ça se passe? Non. Il n'y a vraiment jamais eu de moment où non, il n'y a jamais senti, eu de moment chaud. Après, il y a peut-être eu un moment, mais je me rappelle pas. Quand j'ai eu déjà un carton jaune, est-ce qu'après je me retenais, je pense, surtout, pour éviter ce deuxième. Ce deuxième. Donc voilà, je pense que c'est dans ma nature aussi de bien gérer ces moments-là, dans ces matchs-là. Ouais. Bon, on a dit il y a une filiation particulière avec le club, il y a une filiation particulière aussi avec les supporters. Écoute. Pour le COP en juin, c'était à quelle occasion? Je pense que c'était après ma prolongation. Voilà, quand ils ont appris la prolongation. Voilà, la prolongation, je venais de re-signer 3 ans. Donc il m'avait fait une belle banderole aussi que j'avais pas vue pendant le match, mais à la fin du match, ils l'ont ressorti quand je suis allé les saluer et ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que c'est vrai que je suis là depuis tant d'années et je ne sais pas trop ce que pensaient les supporters de moi, forcément. Depuis tout ce temps? Je sais que voilà, je suis un travailleur, je suis toujours là pour le club, mais voilà, cette relation, je suis pas un joueur qui va attirer l'affiche pour moi, la lumière. Donc voilà, je savais pas trop les supporters et de voir cette banderole-là, c'était quelque chose de magique et beaucoup d'émotions pour moi. Justement, ça tombe bien. Tu parles d'ombre et de lumière. C'est péjoratif de dire que tu es justement un bon joueur de club? Non.
Non, parce que Pour c'est... moi, non. Non, je suis très fier d'être un joueur de club, très fier de mon aventure. Et j'espère que ça se poursuivra le plus loin parce que c'est quelque chose d'unique de pouvoir vivre ça, de faire ça que dans un seul club et d'avoir vraiment tous ses amis et sa famille au stade à chaque match quasiment. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare et qui fait énormément plaisir. Alors, t'as 30 ans, on imagine justement allez, encore 3, 4, 5 ans de carrière professionnelle. Comment toi, tu la vois, cette suite de carrière? Bah, au club. Inévitablement. Voilà, non, j'ai encore 3 ans. Après, on verra par la suite. Mais déjà, faire ces 3 années-là, faut que tout se passe bien. Faut que mon corps suive, Physiquement, que ça soit bon. voilà, tout ça. Même si je pense que j'ai encore beaucoup de temps devant moi et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Mais voilà, je me fixe pas de limite. Je veux aller le plus haut possible avec le club et pourquoi pas toucher l'Europe ou ramener un trophée à Angers avec une coupe. Et c'est tout ce que je souhaite au club et à nous. Bon, très bien. Ben, on a parlé de Vincent Manceau. Vous le connaissez peut-être un petit peu mieux maintenant. Au moins l'homme, vous voyez que c'est quelqu'un d'abord qui parle très bien, qui est très intéressant, et puis qui a une trajectoire assez particulière. On va continuer de parler de toi, Vincent, mais également du club, puisqu'on fête, eh bien, inévitablement les 100 ans cette année. Angesco, eh oui, 100 ans, un siècle d'existence. Alors, c'est pas le club le plus vieux, hein, Le Havre est beaucoup plus ancien encore. Mais quand même, ça compte. Ça compte, 100 ans, ça compte de faire partie de ce centenaire quand on est joueur d'Angesco et quand on est un homme de la ville. Oui, bah énormément. J'avais déjà fait les 90 ans quand je suis Déjà. arrivé avec juste. les pros. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est quelque chose de magique. Plus le match contre Arsenal en préparation, voilà, c'était avec les anciens maillots, on va dire, et c'était quelque chose de fabuleux. Donc, mais j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Allez, on va écouter le centenaire, l'hymne du centenaire d'Angesco, quelques secondes, parce que c'est vrai qu'il a été fait. On l'écoute tranquillement et puis on revient avec Vincent Manceau. Comme une histoire un peu, on croit à Archimède, le groupe de rock un petit peu qui avait fait l'hymne de Laval. On l'a vu ce centenaire, il y a eu également une jolie vidéo qu'on va pouvoir voir du lancement justement sur ce centenaire. Il y a énormément de choses de faites de la part du club, vous avez joué contre Arsenal au mois de juillet. Ça a été aussi 2 saisons en fait à cheval, hein, 2018, 2019, 2019, 2020, où vous avez entendu parler quasiment tout le temps de ça. Bah, cette année, oui. Là, cette année, on en parle énormément. Voilà, c'est la 5e année en Ligue 1. C'est l'année du centenaire, donc on n'a qu'une seule envie, c'est de faire une belle saison pour ce centenaire, pour bien le fêter. Et ça passera par un maintien, le plus rapidement possible, j'espère. Mais voilà, et puis tout ce qui se passe à côté, c'est que du bonus. Pour nous, en tant que joueurs, de vivre ça, c'est quelque chose de magique et on en profite à fond, que ce soit avec les médias ou les supporters qui nous en parlent beaucoup. Donc, voilà, on veut faire honneur à cette année. Et ce qui est bien, c'est que ça n'interfère pas sur vos résultats finalement. Parce que ça aurait pu être un peu une chape de plomb, un peu, vous occultez un petit peu le terrain. Ouais, non, après on y pense, mais sans forcément y penser. Il y a la tribune en moins en plus, donc il y aurait pu y avoir beaucoup de choses contre nous, mais non, justement, on se sert de tout ça pour aller chercher le plus haut possible. Donc, petite première question, un premier quiz avant celui de la fin. Tu connais le palmarès de ton club ? Un peu. Allez, on va le regarder ensemble. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de palmarès. Il y a quand même un champion de France amateur, 1943, 2 titres de D2, 69-76, finaliste Coupe de France 57 et 2017. 2017 y était, 57, tu n'en as peut-être même jamais entendu parler. Si, quand même un petit peu au club. Ouais. Et puis les 2 matchs de Coupe du UEFA, il y en a eu 2 sur une saison 72-73. Justement, les images d'archives de 57, je ne sais pas si tu les as déjà vues. Non, jamais non. Voilà, du noir et blanc, tu n'as pas connu non plus. Moi non plus, je te rassure. On va les regarder. C'était la Coupe de France, c'était la finale face à Toulouse. Cette défaite 6-3 avec des commentaires de l'époque. Évidemment, et... regarde, hop, la petite parade du gardien là, qui a dû se casser le nez sur ce truc-là, c'est génial, les casquettes dans les buts, enfin, un autre monde. Hein. Mais ouais, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui, mais je pense que pour tous les anciens, c'est fabuleux de revoir des images comme ça. C'est vrai, et là, à l'époque, on était obligé de dire qu'il y avait par exemple Angers qui jouait en maillot foncé et l'adversaire en maillot clair, parce que pas de couleur, donc c'était compliqué de les avoir. On voit qu'il y avait du monde, hein. Ça, c'était du côté de Marseille. C'est ça. Incroyable, hein, s'il y avait déjà évidemment beaucoup de supporters, et il y avait quand même des beaux buts. Hein.
Ouais, non, beau corner, belle tête au premier poteau. Voilà. Allez, il y a ces images d'archives et puis il y a une image aussi que tout le monde va retenir. Toi, tu l'as encore, j'imagine, dans la tête. Elle est omniprésente. C'est l'image de la montée en Ligue 1. On se revoit ces images-là. C'était 2015 avec un triplé, 3 buts pour fêter la montée. C'était face à Nîmes? À Nîmes, ouais, dernier match à la maison. Voilà, qui est fabuleux, magique de vivre ça à un moment comme ça, en tant qu'Angevin en plus. C'est quelque chose d'extraordinaire, même si ce match-là, c'était l'aboutissement de la saison. Mais je pense que ce match, pour moi, le plus important, c'était le match une semaine avant où on se déplace à Nancy. Exact. On fait 0-0 contre le 4e. Donc, adversaire direct. C'était ça, s'ils gagnaient, ils passaient devant nous. Donc ce résultat là-bas nous a permis de rester devant eux et pour pouvoir vivre ce match-là à domicile après plutôt sereinement. On a la sensation, c'était il y a un peu plus de 4 ans, mais on a la sensation que c'est encore ça. C'est encore hier, oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est un petit peu ça, effectivement. Alors, il y a eu cette montée en Ligue 1 et puis il y a eu quand même cette finale Stade de France en 2017. On va revoir, alors on va se faire un petit peu harakiri là, mais on va revoir un petit peu avec la frappe de Nicolas Pepe sur le poteau. Ça, ce qui peut évidemment, alors c'est facile de le dire, mais tout changer. Ça avait été une super finale, vous avez vraiment été répondu aux attentes des supporters. Ouais, c'est ça, on a tout donné, on a fait le maximum. On les a tenus jusqu'au bout. Bon, ils ont eu des opportunités, mais nous aussi. Mais voilà, je pense que sur ce match-là, on a montré toutes nos valeurs, ne rien lâcher, de se battre jusqu'au bout. Et après, cette fin est malheureuse pour nous, mais ça restera un souvenir magique. Allez, pour clore ce chapitre sur le centenaire et sur ces magnifiques images, on va finir avec un petit tweet d'un supporter sur les réseaux sociaux. Il parle évidemment d'Angers et de son club de toujours. Une référence, ça devient une référence. C'est le Guardian qui parle justement de cette référence angélique. Tu l'as vu passer ? C'est en anglais, donc j'ai pas cherché. Comment ça Il y a Google Traduction. Ouais, c'est vrai, mais j'ai pas cherché. Non, comme quoi, le SCO était l'un des clubs qui montait et surtout qui était cité comme référence en termes d'organisation de club. Et ça, c'est vraiment aussi, c'est vraiment bien pour le club d'Angesco. Ça met le club en lumière. Ça met le club en avant et je pense que toutes ces réussites-là, et tant mieux pour nous, pour le club et ce qui nous permet d'avancer. Allez, un petit truc pas problème aux oreilles. Non, c'est bon. Ouais, Allez, c'est parti. On va évidemment s'intéresser, comme chaque semaine, à la chronique de la Ligue de foot régionale qui s'est intéressée au tirage au sort de la Coupe de France. Évidemment, on en parlait, donc le lien est tout fait. 5e tour, tirage au sort, réaction notamment des petits poussets. Val-de-Moine, regardez. Très heureux. Je pense que nous, il va y avoir une fête dans les Mauges. Là. On pense voir tous nos voisins venir à la promenade. Sans doute le samedi, on pense. L'objectif c'était ça, on avait 2 objectifs, c'est d'avoir les maillots pour les gars parce qu'ils en ont pas eu beaucoup, moi non plus. Et le deuxième objectif c'était de taper un gros à la maison. Donc objectif rempli, on va voir et essayer d'embêter le socle au maximum. Vous avez vu des réactions des joueurs un petit peu dans la soirée ou il y a séance peut-être ? Ça vibre beaucoup dans la poche, ouais. On va dire. Donc ils sont contents et voilà, ça va être une belle fête du foot. C'est vrai qu'en tant que petit pousset, c'est génial d'accueillir les herbiers. La marge va être très haute, mais bon, c'est quand même l'ancien finaliste de la Coupe de France. Donc je pense que c'est génial et on est une équipe qui est assez jeune. Donc pour tous ceux qui sont dans le groupe, ça va être top et aussi pour les supporters, ça va être une belle fête. Là, c'est une superbe affiche. Vraiment très content du tirage parce que d'une, ça va être pour les joueurs une belle opposition. L'ancien finaliste et puis pour le club, voilà, une belle fête. Je pense que voilà, tout le monde en retirera du positif et on va préparer en tout cas ce match-là de la meilleure des façons, même si on sait à quoi on va s'attendre, mais voilà, on va à courir. La Coupe de France, la magie de la Coupe de France, les clubs amateurs, une 2e division de district contre une Nationale 2, en plus ancien finaliste. Ouais, c'est ça, c'est super tirage pour eux, je pense. Donc voilà, qui vivent ce moment-là plus sereinement possible, avec beaucoup de magie et qu'ils aillent pourquoi pas chercher l'exploit. Bon, les émotions, évidemment, sont quasi identiques, qu'on soit au Stade de France, quasiment, ou qu'on soit sur un terrain face au gros, c'est toujours la même magie. Vous l'aurez compris, USB Foot, une semaine en ballon, eh bien c'est votre rendez-vous, c'est le rendez-vous des invités du foot, des acteurs du foot régional des Pays de la Loire, comme Vincent Manceau. Aujourd'hui, on va jouer à la prolongation. Vincent, tu restes avec nous. Et puis, vous l'aurez compris, c'est ici qu'il faut se retrouver chaque semaine.
Allez Vincent, on a revu un petit peu le centenaire d'Angesco. On va continuer à parler de club de Ligue 1. On va parler et on va voir le classement d'abord parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu depuis le début, mais il faut revenir aux choses sérieuses. Même si on le sait, il y a une petite coupure internationale. C'est pas repos complet là. Non, on travaille plus cool, mais plus sereinement. Mais voilà, on continue de travailler pour pouvoir préparer notre prochain match contre Brest. Ouais, puis le coach Moulin, il aime bien continuer à bosser quand même. On s'arrête pas, surtout que vous avez bien démarré. Donc, non, c'est ça. Il faut qu'on continue sur notre lancée. Et c'est pour ça qu'il faut que dans notre club, c'est le travail le plus important. Donc il faut continuer. Alors on peut regarder le classement. PSG, évidemment en tête. Bon, jusque-là, pas trop de surprises. Nantes, 2e, 19 points. Angers, 3e, 16 points. Il faut faire une photo. Hein. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un derby maintenant. Ouais, c'est ça. Ça interviendra mois décembre. Hein. Fin décembre, ouais, je crois que c'est le dernier match avant la trêve. T'as deux cochés ouais, déjà. Bien sûr, le derby, on le regarde quand ce que c'est. Mais voilà, c'est quelque chose de fabuleux pour les clubs de l'Ouest. Et j'espère qu'on ne sera pas loin pour pouvoir avoir un derby chaud. Ouais, ça serait pas mal d'avoir les deux clubs effectivement en haut de tableau, comme c'est le cas à l'heure actuelle. On a parlé d'Angers, on va parler du FC Nantes. L'empreinte Gourcuff, on va dire c'est facile, hein, il vient d'arriver le technicien breton, tout sourit au FC Nantes. Alors moi, je peux le dire parce que je suis journaliste, donc toi peut-être pas, mais on n'avait pas la sensation que le FC Nantes pouvait, à la fois avec le recrutement et ce changement tout le temps d'entraîneur, jouer les premiers rôles comme c'est le cas là depuis le début de la saison. Ils te surprennent toi aussi ? Oui, surprenant. Après, tant mieux pour eux, mais... je pense que moi, de l'extérieur, pareil, avec ce changement de coach avant le début de saison, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais voilà, ils font un super début de saison et voilà, j'ai pas vu leur match, donc je peux pas dire comment ça se passe, mais... Toujours 1-0, souvent 1-0. Ouais, mais bon, ça suffit, ils sont réalistes, ils défendent bien, donc... Un peu nous à notre première année. Donc, certains temps, effectivement. C'est ça, donc voilà, c'est bien pour eux, donc, mais j'espère qu'on repassera devant eux quand même. Voilà, parce que vous étiez devant eux, je le rappelle, juste avant le match au Paris Saint-Germain. Alors, on a beaucoup parlé de Gourcuff, de l'empreinte Gourcuff. La question que je posais, c'est que vous avez un triptyque entre le président Piqueux, le président Chaban, Olivier Piqueux, le manager général, et Stéphane Moulin, l'entraîneur. Le fait que Stéphane Moulin soit là depuis autant de temps, tu le connais quasiment depuis que tu es pro, presque. C'est important. Même avant, je l'ai connu même avant avec la réserve. Voilà, quand il était en réserve, je le connaissais. Donc voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi, d'unique qu'il soit là encore. Mais tant mieux pour le club. Et je pense que ce trio-là permet aussi au club de voir plus grand, de continuer à grandir. Et j'espère que ça ira le plus loin possible. Vous permettez de le chambrer un petit peu sur le fait que ce soit l'entraîneur en activité qui ait le plus de longévité en Europe ? Non, on chambre pas, on félicite justement, on félicite, mais bon, hein. Chambrer, non. Bon, allez, on va regarder une petite image. C'est évidemment la joie des Nantais suite à leur dernière victoire en championnat. Ça, c'est des images qu'on aime voir parce que vous les connaissez, ces moments-là dans les vestiaires. Ouais, c'est quelque chose d'être tous ensemble. Même quand on est à domicile, il y a ceux qui ne jouent pas qui viennent nous rejoindre dans le vestiaire et qui chantent avec nous. Donc c'est important pour le groupe, pour notre complicité, pour notre ambiance, et c'est vraiment quelque chose qui fait du bien pour la confiance. Effectivement, et on voit la joie des Nantais. On va vous montrer une petite stat qui arrive justement du côté du FC Nantes. Alors c'est un chiffre, 0,55. C'est à quoi ça correspond ? Non, pas du tout. Eh ben, c'est le nombre de buts encaissés depuis le début de la saison par match par le FC Nantes. On a fait un petit ratio par rapport aux 5 grands clubs, 5 grands championnats européens. Il y a Paris qui est devant, il y a l'Atlético de Madrid et un autre club espagnol, et puis Nantes arrive en 4e position. Ça aussi, on se dit souvent, quand on a une défense qui marche, t'es bien placé pour le savoir. Oui, c'était ça notre première année. Et, après, on a essayé de le faire les années suivantes, mais c'est sûr que quand on ne prend pas de but, on a plus de chances de prendre 2 points et même de gagner. Oui, alors avant, c'est vrai qu'on disait souvent Angers, c'est costaud, c'est physique. Depuis 4 ans, ça a vachement évolué quand même. Dans le jeu, on sent qu'il y a beaucoup plus d'animation offensive, il y a plus de liant. Ouais, je pense que c'est la marge de progression qu'on avait par rapport aux premières années en Ligue 1. Et on est sur la bonne voie. Après, il faut que ça continue. Il faut qu'on ait encore un peu plus de maîtrise, je pense, sur certains matchs. Mais on est sur la bonne voie, on travaille justement pour ça, mais après on sait que être très bon défensivement, ça passera aussi par là pour avoir notre maintien. Alors du côté des Nantais, évidemment sur les réseaux sociaux, on loue les victoires, on loue les hommes, les joueurs. Regardez le tweet qui va arriver du côté des Canaries. Alors c'est l'image d'Emiliano Sala parce que c'est vrai que c'est une dédicace, une équipe nantaise à ton image, des guerriers, des battants.
Et ce qu'on a pu voir, effectivement, même sur le dernier match face à Nice, j'étais au stade, c'était aussi plaisant que de vous voir jouer justement ces dernières semaines, parce qu'il y a du jeu, parce que ça envoie, parce que Christian Gourcuff arrive à mettre un petit peu sa patte maintenant dans un effectif qui n'est peut-être pas pléthorique, mais qui en tout cas répond à ses demandes. Et ça, c'est le plus important. On va regarder les matchs à venir. On l'a dit, petite coupure internationale, mais derrière, ça repart du côté du championnat avec la 10e journée. Vous recevez Brest. C'est ça. Alors, on ne peut pas parler d'un mot, c'est Romain Thomas qui va être content. Voilà, Romain il est content de jouer. Non, après, le Brestois à côté. Brestois, oui, qui a joué là-bas, donc en plus. un beau match pour lui, et je pense que ce sera encore mieux là-bas quand on se déplacera là-bas. Mais pour vous, important aussi, parce que vous êtes sur le podium, il faut y rester. Vous avez été intransigeant quasiment à domicile, un seul match nul, 4 victoires. J'imagine que vous avez encore l'envie de rester invaincu. On veut rester le plus longtemps possible là-haut, et puis être invaincu chez nous, c'est un moment important. Il y a eu des années compliquées à domicile où on a très mal démarré, donc là, il faut qu'on continue sur notre lancée et aller le plus haut possible, et puis surtout prendre des points. Et pour le FC Nantes, ce sera un déplacement du côté de Metz, le 2e contre le 20e. Attention, parce que Metz a besoin de points de façon urgente, et les Nantais seront certainement en difficulté, et privés de Palois, et aussi également de Fabio, les 2 défenseurs, donc la charnière centrale et les latéraux, ne seront pas présents. Il va falloir trouver d'autres solutions. Attention, on se bouche les oreilles. Et après la Ligue 1, on va évidemment parler de la Ligue 2 très rapidement, puisqu'on va le voir sur le classement. Les Manceaux, à l'issue de la dernière journée, sont 19e pas en TP8e, avant-dernier, de ce classement de Ligue 2. Mais il y avait un gros danger pour les Sartois qui remontent de National en Ligue 2 avec leur beau stade de 25 000 places. C'était compliqué. C'était 7. Je ne sais pas si tu as suivi un peu le parcours du Mans. Si, je regarde. Un petit peu un petit peu, ouais. Bon, d'accord, parce que la blague, on doit te la faire souvent, toi, l'Angevin qui s'appelle Manceau. C'est ça, voilà. Voilà, on l'a fait encore cet après-midi. Mais c'est vrai que les Manceaux ont réussi à l'emporter face à Chambly, un autre promu. Richard Désiré, l'entraîneur qui était sur ce plateau en tout début de saison, avait chaud quand même, parce qu'avec cette défaite en 8 matchs, c'est pas facile de rester en poste. Le président lui a fait confiance encore pour ce match-là. Il a d'ailleurs envoyé un petit communiqué pour dire que les forces en présence resteraient telles qu'elles sont. Regarde, le but, bon, il y a des buts raccros, celui-là en fait partie, tu vas pouvoir le voir, c'est une tête de Vincent Créhin, détournée par un défenseur. Mais bon, il faut prendre. Ça compte. Ça compte. Le plus important, quand on est dans des situations comme ça, on prend tout ce qui est à notre avantage, faut le prendre et faut positiver. Donc c'est tant mieux pour eux. Je suis content pour eux quand même. Oui, après, effectivement, pour les Manceaux, ça va être évidemment le plus important, de renouer avec la victoire et puis de retrouver justement cette joie de gagner, de vivre ensemble pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, chaque semaine, on se fait un petit plaisir, on se fait un petit tour du zapping sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos, des photos très très marrantes, donc on se fait un petit plaisir. On va le regarder ensemble. Ça va démarrer, vous allez le voir, avec un traducteur qui est encore mineur. Regardez. Dedi ki il a dit que c'était un match important, qu'on devait gagner et que... Il a dit que c'était un match important. Il faut que je le dise en français ou d'abord. Après je traduis. Dis-lui c'était un match important, c'est important qu'on gagne ce match. Et puis c'est un match contre un derby, contre des amis. C'était pas un match facile, mais c'est bien qu'on ait gagné, on a bien travaillé. Donc ouais, 4-0 c'est un peu dur, mais voilà, ils ont montré ce que c'était le haut niveau. Nous, je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs, je pense qu'on a manqué de justesse. Et c'est ce qui fait qu'on a eu du mal à se procurer un peu plus d'occasions. Quelle idée de mettre des joueurs devant. Quelle idée de mettre des joueurs devant, effectivement. Pourquoi Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? C'est ça. Incroyable. Bon, en tout cas, je pense qu'il y en a un qui s'en souvient et qui a dû avoir une sacrée marque de ballon. Au passage, quand je parlais de traduction, c'était Ricardo Fati, l'ancien joueur passé par le FC Nantes il y a quelques années. Son fils qui traduisait chez les Turcs, donc c'était assez drôle. T'es adepte des réseaux sociaux?
Un petit peu, je suis pas un grand fan, je suis dessus, mais tu regardes de temps en temps ce qui t'intéresse et puis je suis plus que je suis actif, voilà. Ouais, mais en tout cas, tu regardes de temps en temps et c'est vrai que c'est assez sympa. Il y a, entre guillemets, si tu me passes l'expression, à boire et à manger, effectivement. Donc il faut avoir un petit peu de tout. On a vu le zapping. On a chaque semaine également notre ami Sébastien Denis, ancien arbitre de Ligue 1, qui nous interroge un petit peu sur tout ce qui se passe du côté de l'arbitrage. Cette semaine, il a voulu nous expliquer comment devenir arbitre pro. Il me semble évidemment qu'il y a un ancien joueur d'Angesco qui est passé chez les arbitres, non ? Ouais, si, Gaël Angoula. Gaël Angoula, effectivement, qui a fêté la montée avec vous en 2015. Ouais, c'est ça. Et qui maintenant arbitre en Ligue 2. En Ligue 2 et puis fait 4e en Ligue 1 aussi. Ouais. Et 4e en Ligue 1, voilà, on lui fait une petite dédicace. Et on écoute Sébastien Denis. Alors, il faut savoir que sur l'ensemble des arbitres qui officient en Ligue 1, à savoir 21 centraux et une trentaine d'arbitres assistants, les 2/3 de l'effectif ont un contrat professionnel proprement dit, à savoir l'ensemble des centraux, les 21, et une dizaine d'arbitres assistants. Alors, ils obtiennent un contrat de professionnalisation proposé par la direction technique de l'arbitrage sur une durée qui peut varier de 1 à 3 ans. Selon les individus et la proposition de la DTA. Pour les autres arbitres des catégories inférieures, Ligue 2 nationale, il faut d'abord faire ses preuves sur le terrain, accéder à la division supérieure jusqu'à la Ligue 1, et c'est une fois qu'on appartient à cette catégorie qu'on peut se voir proposer un contrat de professionnalisation. Bon, ça te brancherait ou pas ? Honnêtement. Non, pour l'instant, non, pas du tout. Non, parce que c'est dur, parce que c'est compliqué, parce que la relation entre les arbitres et les joueurs est quand même assez complexe. Bah, je pense pour eux, c'est pas simple. Après, j'y ai jamais vraiment pensé. Ouais, pour l'instant, je suis plus d'abord dans ma carrière et puis mais non, je pense pas que ce serait un rôle pour moi. Bon, toujours dans le foot peut-être après ou... On verra, en fonction des opportunités, en fonction de ce qu'on pourra me proposer, mais voilà, Carpe diem, tu profites du moment présent. Je profite et puis on prépare plusieurs choses et puis voilà. Bon, allez, on va regarder maintenant pour cette fin du USB ce qui se passe du côté du national, puisque Cholet et Laval est bien œuvré le week-end dernier. On va regarder d'abord le classement pour s'apercevoir que ça va mieux. Ça va mieux pour Laval, ça va mieux pour Cholet. Laval qui est remonté à la 7e place. Cholet toujours 11e. Laval qui est allé gagner 2-1 chez le leader Dunkerque. Grâce à cette victoire, il remonte à 4 points. Et puis on va regarder certainement le plus beau but de national depuis le début de la saison. Ça, c'est une quasi-certitude. Il est l'œuvre de Sékou Keita. Regarde, il est parti au milieu de terrain. Il va dribbler tous les adversaires avec un petit peu de réussite puisque le contrôle était un peu long. Et franchement, un régal. Ouais, super but, ouais. Même si le terrain, je pense, est pas simple avec tous ces rebonds-là, mais ouais, magnifique. Un régal, Sékou Keita qui est plus habitué à marquer des buts dans la surface, et bien qu'il venait d'entrer à mystifier toute l'arrière-garde. On lui fait un petit coucou aussi à Sékou Keita qu'on a l'habitude de voir du côté de la Mayenne. Pour le national, les matchs à venir, les voici, puisque ça ne s'arrête pas avec Cholet, Lyon-Duchère. Alors ce sera le week-end d'après évidemment. Et puis Laval-Pau, beau match en perspective également entre deux équipes qui ne sont séparées que de 3 points. Allez, attention, c'est le moment de la fin de l'émission avec le quiz. Le petit quiz, il n'y a pas eu la musique, mais le quiz, je peux vous le faire quand même, le quiz de Brulès de fin. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu connais un petit peu, tu as revu un peu toute l'actualité footballistique des dernières années, des 100 dernières années du scoop ? 100 dernières ? Non, pas du tout. Peut-être pas. Alors, on va évidemment te demander de choisir un placard derrière toi. Tu choisis le placard et tu nous sors le maillot et on te posera la question qui va bien, qui va avec. Voilà, c'est ce placard. Alors, il y a un maillot. Évidemment, il tombe sur le maillot. Alors, surprise, grosse surprise, Angesco. Allez, vas-y, tu peux te rasseoir, garder le maillot. Être attentif, parce que la question, la voici. Lors de la saison 95-96, tu la connais bien, puisque c'était l'année de ta première licence au SCO. Combien y avait-il de clubs engagés en 2e division ? Attention, il y a 3 possibilités de réponse. La réponse A, est-ce qu'il y avait 20 clubs d'engagés en D2 ? Est-ce qu'il y avait réponse B, 18 clubs ? Ou est-ce qu'il y avait réponse C, 22 clubs ? Tu as quelques secondes de réflexion et tu nous donnes ta réponse. Tu t'en souviens franchement ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Allez, 22. Réponse C, 22 ? Ouais. Bravo Vincent Manceau. La classe, même sans s'en souvenir, il a la bonne réponse. Magnifique. Tu laisses le petit maillot, tu viens me rejoindre pour la fin de cette émission, s'il te plaît Vincent. On va évidemment se quitter, mais non sans avoir revu le coup de cœur de cette semaine.
Et le coup de cœur, eh bien, il va aller pour le foot féminin. Du côté d'Angers, ça marche un peu ou pas? Ouais, il y a la Croix-Blanche. Ouais, la Croix-Blanche, on voit que tu vois bien, petite dédicace à Thierry Lardeux d'ailleurs, du côté de la Croix-Blanche et du côté d'Angers. Nous, on va s'intéresser à Leïla Penaud, la joueuse du FC Nantes qui était avec l'équipe de France des U19. Elles ont cartonné lors des 2 matchs de cette intermède international. Et elle a marqué. Donc bravo à Leïla qui a 17 ans et qui joue du côté du FC Nantes. Vincent, un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, franchement, un grand merci parce qu'on était ravis d'abord de t'avoir toi comme invité, ravis de pouvoir fêter avec toi les 100 ans du SCO. Je sais que ça va continuer puisqu'il y a plusieurs soirées en perspective là du côté du Maine-et-Loire. C'est ça. Donc très belle fête du centenaire à toi et puis la semaine prochaine, eh bien on reviendra avec quelqu'un que vous avez vu aujourd'hui dans cette émission. C'est Anthony Romo, le coach du Val-de-Moine, 2e division de district. On va changer les pros, les amateurs. C'est ça USB Foot. Ciao.